intéressés. Alors, vous avez dû, normalement, lors de la première réunion du conseil municipal, il y avait une obligation qui était de lire la charte de l'élu local. Le maire devait donner lecture, le nouveau maire élu devait donner lecture de la charte de l'élu local, qui est un petit qui a été prévu par les textes, enfin, par un texte de loi, qui consiste à dire que, en gros, les élus vont s'acquitter de leurs fonctions avec intérêt, probité et courage. Et vous avez aussi dû, normalement, informer les membres du conseil municipal, justement, des dispositions relatives au statut de l'élu. Vous devez normalement donner aux membres du conseil municipal les articles législatifs qui concernent le statut de l'élu. Vous avez les références dans la brochure, vous verrez si vous ne l'avez pas fait. Et nous, ce que nous vous proposons, c'est d'indiquer effectivement aux membres de votre conseil que la brochure, notre brochure, derrière la référence BW 7828, est à leur disposition, que tout le monde peut aller regarder et que, j'espère, tout le monde y trouvera son compte. Parce que l'information sur ce sujet, finalement, est importante, mais là, elle est résumée en un document qui est fait pour vous. Nous allons faire cette présentation donc, sur le statut de l'élu local en plusieurs chapitres. Nous passerons quasiment sans nous arrêter du tout sur les déclarations de patrimoine et d'intérêt qui sont une obligation pour des élus, mais principalement les maires des communes de plus de 20 000 habitants, les adjoints de plus de 100 000, des présidents de PCI ou des vice-présidents, mais comme compte tenu de la strate de population de vos communes, nous allons passer sur ce sujet. De toute façon, sachez qu'à la fin de la réunion, ou disons demain, nous enverrons à l'association des maires ce PowerPoint, donc vous aurez ces slides qui vous seront présentés tout à l'heure, qui vous sont présentés maintenant, donc vous pourrez retrouver si jamais, en tant qu'élu d'une communauté, vous étiez concerné par ces déclarations de patrimoine et d'intérêt. Donc nous passons d'abord, et je vais passer la parole à Myriam Morin-Bargeton, nous commençons par le mandat, la conciliation entre un mandat et une activité professionnelle, d'où notre petit sondage tout à l'heure. Ce chapitre va évidemment concerner ceux qui ont un employeur, privé ou public. Les retraités vont prendre sur le temps consacré à leur famille ou leurs activités favorites pour exercer leur mandat. Quant à ceux qui n'ont pas d'employeur au sens propre, mais qui travaillent en étant profession libérale, agriculteurs, etc., ils s'octroieront eux-mêmes le temps nécessaire à l'exercice du mandat, mais n'ont pas besoin d'avoir des négociations compliquées avec l'employeur, puisque ce sont eux-mêmes. Voilà. Donc, je laisse Myriam vous présenter d'abord la conciliation donc, du mandat avec une activité professionnelle publique comme privée. Merci Geneviève. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, je pense que là, c'est bon, vous voyez bien. Lorsqu'on a une activité professionnelle, il va falloir apprendre à concilier son mandat avec cette activité. Pour cela, comme on va le voir, il existe deux droits à un sens. Il va falloir que vous les connaissiez parce que c'est vraiment dans votre intérêt de connaître les procédures qui accompagnent ces droits. Il y a également des garanties, comme on verra, des garanties vis-à-vis de l'employeur. Et ces garanties, elles sont là pour vous protéger d'une certaine manière contre... voilà, l'employeur va accepter plus ou moins bien au début, peut-être bien au début, peut-être moins bien au cours du mandat, vos absences. Donc voilà, il va falloir que vous allez apprendre, on va vous parler de ces garanties. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez une activité professionnelle. Mais il y a une autre hypothèse, c'est la cessation d'activité professionnelle, donc une hypothèse un peu plus radicale qu'on va aborder. Et concrètement, la cessation d'activité professionnelle, elle n'est possible que si vous avez plusieurs mandats indemnisés qui vous permettront de vivre en fait de votre activité d'élu, ou
comme on le considère, la seconde hypothèse, c'est l'hypothèse d'avoir un conjoint mécène qui assume les frais du ménage pendant que vous faites votre activité de début. Donc, dans un premier temps, la compatibilité du mandat. Les droits qui sont... alors, non, en priorité, on va d'abord parler des nouveautés en fait, qui accompagnent la conciliation du mandat et de l'activité professionnelle, parce qu'elles sont très importantes dans l'information que vous allez pouvoir faire auprès de... que vous allez donner à votre employeur. La loi Le Cornu, dont a parlé Geneviève, donc la loi de décembre 2019, a créé ce qu'on appelle l'entretien individuel de début de mandat. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, en début du mandat, les salariés, tous les salariés qui sont également élus municipaux ou communautaires, vont pouvoir bénéficier à leur demande d'un entretien individuel avec leur employeur. C'est un entretien qui ne doit pas être confondu avec un entretien professionnel. C'est un entretien d'information qui va vous permettre de fixer dès le début du mandat les modalités pratiques d'exercice du mandat en adéquation avec votre emploi. Ça va être une façon pour vous d'expliquer vos droits, les conséquences de ces droits d'absence sur votre emploi et puis surtout d'anticiper les conflits qui pourraient arriver par la suite du fait de vos absences en pacifiant un petit peu la situation en expliquant. Parce que voilà, en apportant l'information, tout de suite, ça va dédramatiser votre activité en tant qu'élu. La deuxième nouveauté importante, c'est l'accès au télétravail. Donc, la loi a permis en fait aux salariés municipaux d'accéder de manière la plus favorable, de manière prioritaire au télétravail lorsque son emploi est compatible avec le télétravail. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça a vocation justement à faciliter l'exercice du mandat, puisque ça vous évitera de vous déplacer le cas échéant et de permettre une activité plus facile. Alors, le premier droit, les autorisations d'absence. De quoi s'agit-il? En fait, c'est une autorisation qui nous est accordée afin d'assister aux réunions qui sont le cœur, le noyau dur du conseil municipal. Donc, il s'agit d'assister aux séances plénières du conseil municipal, aux réunions des commissions qui ont été instaurées, instituées par le conseil, et à toutes les réunions des assemblées délibératives ou des intercos dans lesquelles vous avez été désigné comme délégué de la commune. Concrètement, comment ça se passe? Alors, il y a un formalisme, comme vous pouvez le voir, un formalisme écrit qui doit être respecté. Donc, vous devez informer votre employeur de la date, des durées des absences dès que vous en avez connaissance. Donc, nous, si on a un conseil à vous donner, c'est dès lors qu'il y aura un planning qui va être établi des différentes réunions du conseil ou des différentes réunions d'interco, dès lors que vous en avez connaissance et le plus en amont possible, transmettez cette information à votre employeur. Ça vous permettra d'anticiper vos absences et de permettre de faciliter les relations. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur a l'obligation de vous laisser le temps nécessaire et pour vous y rendre et pour assister à ces réunions. Mais attention, il n'est pas tenu de vous payer ces temps d'absence. Quand on met cela dépend, c'est que l'employeur peut maintenir votre rémunération pendant cette absence, mais il n'y est pas tenu. Et clairement, la tendance est globalement de ne pas maintenir le salaire. Donc ça, il faut le savoir. Donc, pour qui? Pour tous les élus. Pourquoi? Pour assister aux réunions cœur, noyau dur du conseil et formalisme écrit. Ça, c'est les premières autorisations, les premiers droits à absence que vous avez. Le second droit, c'est les créditeurs. Alors, les créditeurs, ils ont un but différent. Il n'est pas de vous permettre d'assister aux réunions, mais il est de vous accorder le temps nécessaire à l'administration, à la gestion des dossiers et à la préparation de ces réunions. Alors, pour cette fois-ci, il y a également un formalisme écrit qui sera nécessaire pour en bénéficier, mais il est plus strict, puisqu'il a été défini comme vous obligeant à informer votre employeur au moins 3 jours avant votre absence, donc de la date et la durée des absences.
concrètement, voilà, comment ça se traduit les crédits d'heures. Les crédits d'heures, en fait, c'est une enveloppe trimestrielle qui va vous être octroyée, qui est à la fois fonction de la taille de la commune et de la fonction finalement de votre fonction. Donc, si vous êtes dans un maire d'une commune de moins de 3005, vous aurez droit à 122h30. En revanche, si vous êtes adjoint d'une commune de 3005 à 9999 habitants, vous avez droit à un crédit d'heures trimestriel de 70 heures. Dans cette enveloppe de crédit d'heures, vous avez toute liberté en fait de piocher dedans, de décider de combien d'heures vous allez finalement utiliser dans cette enveloppe-là. Et d'ailleurs, ça va être quelque chose auquel vous allez devoir réfléchir parce que, comme vous le voyez, est-on rémunéré? Non. L'employeur ne paie pas ces temps d'absence. Donc, ça a une influence, ça a une conséquence sur votre salaire. D'où la nécessité de réfléchir en amont à combien d'heures vous pouvez vous octroyer par mois, par trimestre, d'une manière globale, savoir si vous prenez une journée, une demi-journée, plus que ça. Ça, c'est à vous d'y réfléchir et ça vous permettra un petit peu d'anticiper et puis de mieux informer votre employeur. Je voulais attirer votre attention sur, je ne sais pas s'il y a des élus enseignants dans la salle, mais c'est un cas particulier. Il faudra d'ailleurs qu'on est pile dans la période où il faudrait anticiper le cas échéant. Donc, si vous avez des collègues qui sont élus également et qui sont enseignants qui ne peuvent pas assister, peut-être leur passer l'information d'anticiper dès maintenant les crédits d'heures, parce qu'il faut qu'ils en informent le rectorat dès maintenant pour pouvoir établir leur planning à la rentrée scolaire. Donc ça, c'est un petit point d'attention. Donc si je récapitule, vous avez deux modalités différentes d'absence, avec des buts différents, l'un pour les réunions, l'autre pour finalement administrer, anticiper, gérer les dossiers. Et il faut deuxième point, informer le plus tôt l'employeur en respectant un formalisme qui est prévu par les textes. Pourquoi on insiste sur le formalisme? Parce que c'est pour ne pas vous mettre en faute. En effet, il pouvait y avoir aussi des contestations que vous pouvez mettre avec votre employeur du fait de ses absences. Le fait que vous n'ayez pas respecté le formalisme qui est prévu pourrait vous mettre en difficulté et pourrait finalement, lorsqu'il y a un conflit, l'employeur pourrait avoir des billes pour vous reprocher vos absences. Alors, il est vrai qu'en principe, on ne peut pas vous discriminer du fait de votre statut, on ne peut pas vous sanctionner, on ne peut pas vous déclasser. Vous êtes quand même protégé, relativement protégé, et on s'est battu, la MF se bat toujours pour ça, pour protéger l'élu salarié, mais ne vous mettez pas en faute. Donc, respect du formalisme, connaissez vos droits, surtout, relisez la brochure parce que là, on passe vite dessus, et connaissez vos droits et ça vous permettra d'être en mesure d'assurer au mieux votre fonction d'élu tout en étant salarié dans les meilleures dispositions possibles. Enfin, pour les élus qui ont fait un choix un petit peu plus radical, donc d'arrêter leur activité professionnelle. C'est possible, mais ce n'est pas pour tous les élus, puisque ça va concerner les maires, les adjoints, les présidents de communautés de métropole, les vice-présidents des communautés de métropole. Donc les conseils municipaux n'en bénéficient pas. À noter que si vous êtes salarié et que vous avez moins d'1 an d'ancienneté, vous ne pourrez pas suspendre votre contrat. Donc il y a une condition quand même d'ancienneté dans votre emploi. Pour les élus fonctionnaires, ça se concrétisera soit par une mise en disponibilité de plein droit, ce n'est pas forcément très intéressant, ou par rapport par un détachement de plein droit, qui peut être un petit peu plus pertinent. Mais comme on l'a dit dès le début, l'association radicale suppose deux choses, de vivre de vos indemnités ou en tout cas d'être subventionné, sponsorisé, de faire l'objet d'avoir un mécène qui vous aidera au mieux à exercer votre mandat. Je ne sais pas s'il y a une question sur cette ça, parce que nous savons très bien quel est le montant des indemnités que vous pouvez percevoir et quel est le montant des indemnités que vous décidez de percevoir, c'est un peu de temps en temps différent.
que vous êtes dans des communes qui ne sont pas forcément très importantes en termes de population, donc les indemnités ne sont pas forcément à des montants permettant d'en vivre, tout simplement. Je rappelle juste que les droits qu'on a évoqués, autorisation d'absence, crédit d'heure, etc., sont aussi bien, et rapport avec l'employeur, sont valables et dans le privé et dans le public. Et n'imaginez pas non plus que l'administration ou même les collectivités territoriales soient des employeurs tellement plus sympathiques vis-à-vis des élus que des employeurs privés. Les difficultés sont à peu près les mêmes. D'où l'importance, Myriam le soulignait, je le ressouligne, de suivre le formalisme qui vous est demandé, d'informer par écrit, d'informer dans les délais, pour surtout ne pas vous retrouver en difficulté. C'est ça qui nous soucie avant tout. Est-ce qu'il y a des petites questions sur ce sujet avant que nous passions à un autre thème? Ça n'empêche pas d'avoir des questions par la suite. Voilà, vous aurez le droit de l'en poser. Deuxième thème sur le statut de l'élu, quelque chose qui est important, mais qui, au jour d'aujourd'hui, est un peu en chantier, on va dire. C'est le droit à la formation. Le droit à la formation va faire l'objet d'une réforme à la suite de la loi de décembre 2019, et il doit y avoir une ordonnance qui va réformer quand même ce droit. Et cette ordonnance était quasiment prête début mars. Le confinement a mis fin à tous ces travaux et donc on n'est pas en mesure, là, au jour d'aujourd'hui, de vous indiquer précisément ce qu'il y aura dans cette ordonnance. Toujours est-il que les fondamentaux ne seront certainement pas modifiés. Il y a, depuis 1992, le principe d'un droit à la formation des élus, de tous les élus du conseil municipal, de tous les élus des conseils communautaires aussi d'ailleurs. Donc, droit à la formation. Ce droit, c'est un droit personnel, donc chaque élu a ce droit, quelle que soit donc la fonction qu'il exerce au sein du conseil. C'est aussi un droit à absence parce que si vous voulez vous former pendant votre mandat, toutes les formations n'ont pas forcément lieu le samedi et le dimanche, surtout pas le dimanche d'ailleurs, et donc vous aurez aussi un droit à congé supplémentaire vis-à-vis de votre employeur. Donc vous avez potentiellement le droit d'avoir 18 jours de congé pour vous former en tant qu'élu. Ces 18 jours, malheureusement, ne seront pas plus payés par l'employeur, bien sûr, mais vous aurez droit à vous absenter pendant 18 jours sur la durée du mandat. Peu importe que vous fassiez 6 x 3, 9 x 2, peu importe, c'est donc un droit à absence supplémentaire. Une disposition aussi qui a été votée encore en fin d'année dernière, une formation obligatoire au cours de la première année de mandat par la commune, pour les élus ayant reçu une délégation. Les élus ayant reçu une délégation, ce sont les adjoints qui ont une délégation du maire et les conseillers municipaux délégués. Comment va se mettre en place cette formation obligatoire? Pour l'instant, nous n'avons aucune indication précise, donc c'est un droit qui mérite d'être quand même affiné avant d'être mis en œuvre. Mais de toute façon, c'est assez astucieux dans la première année de mandat, effectivement, d'avoir une formation, j'allais dire peut-être de base, sur le budget, l'urbanisme, la fonction publique territoriale, enfin des choses fondamentales qui vous aident pour le début de votre mandat. Le formalisme de la formation, on va le passer puisqu'on ne sait pas encore très bien comment ça se met en œuvre. Ce qui est sûr, sans doute, ce qui va rester, c'est que la formation des élus doit se faire avec des organismes de formation qui ont un agrément spécial. Ce ne sont pas les organismes de formation agréés, formation professionnelle. C'est un agrément spécifique pour de la formation aux élus, donc sur des thèmes qui sont intéressants pour les élus et leur mandat. Et donc, ces organismes agréés
sont agréés tout simplement par le ministre en charge des collectivités locales, après que l'organisme ait déposé un dossier un peu précis. Et seules les formations qui ont été délivrées par ces organismes agréés sont prises en charge. Les autres, pas. La formation restera, il est sûr, une dépense obligatoire pour la commune, la communauté de communes, la communauté d'agglomération, etc., ou la métropole. C'est toujours une dépense obligatoire. Et vous êtes invités là, dans les 3 mois qui suivent l'installation du conseil, des conseils, à prendre une délibération de façon à voter un budget formation. Donc ça, ce sont des obligations. Ce budget formation, on vous dit qu'il va, vous allez le voter, le conseil va le voter entre 2% du montant des indemnités de fonction au taux maximum et 20%. Les indemnités n'étant pas extrêmement importantes, 2% de ce montant, ça ne va pas faire grand-chose, donc le budget formation ne va pas être, va pas pouvoir servir de nombreux élus. Donc on vous encourage à prendre évidemment un taux qui s'apparente à 20%, bien sûr. Avec ces 20% et ce budget formation donc défini par le conseil municipal, il faudra rembourser les frais de déplacement, les frais d'enseignement, c'est-à-dire le prix de la journée de formation, et une compensation de la perte éventuelle de revenus, puisque des salariés, des fonctionnaires pourraient très bien effectivement, feuille de salaire ou de traitement à l'appui, prouver que au bout du mandat, par exemple, 18 jours sans avoir été payé par son employeur représente une perte de salaire ou de traitement importante, et que la commune est à ce moment-là en droit de compenser avec un maximum de, disons, 1 900 € pour toute la durée du mandat. Ce budget formation, une fois que vous avez déterminé ensemble donc le montant, entre 2% le plancher, 20% le plafond, du montant des indemnités de fonction versées au sein du conseil, il faut forcément débattre entre vous de ce que vous allez en faire. Un conseil municipal, à ce moment-là, ça va être à peu près comme une petite entreprise. Tout le monde ne part pas en formation la même année. Tout simplement parce qu'on n'y arriverait pas à payer correctement des formations pour tous les membres du conseil municipal. Et ce débat annuel, après la détermination, donc en espèce sonnante et trébuchante du budget formation, il va servir à définir les priorités que vous allez définir ensemble. Effectivement, la première année, les 2 premières années, ce sont, disons, le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués qui sont prioritaires. Les conseillers non délégués pourront évidemment prétendre aussi à une formation, mais peut-être dans les années qui suivent. Il faut donc que vous déterminiez un plan de formation, en fait, au sein du conseil municipal. Si vous ne le faites pas, vous voyez, nous avons un cas que nous avons eu cet après-midi. Un élu dans une petite commune, bon, il se trouve que c'est dans le Gers, mais peu importe, ça pourrait être n'importe où, a déjà prévu une formation, j'espère auprès d'un organisme agréé, et est en train de dire au maire, mais écoutez, moi ma formation est dans 15 jours, et je veux savoir comment vous me la payez. Or, la commune, et elle est tout à fait dans son droit, c'est 3 mois après l'installation qu'on doit effectivement voter le budget formation. Le budget formation n'est pour l'instant pas voté. Donc, avec quoi payer cette formation que cet élu a prise de façon, à mon avis, un peu inconsidérée et un peu rapide, avant même que le budget formation soit voté? Avec rien. Voilà. Mais, admettons que ce budget arrive à être voté avant sa formation, quelques jours avant. C'est relativement injuste de se dire que cet homme a décidé que finalement sa formation était prioritaire par rapport à celle de tous les membres du conseil municipal. Et s'il a pris un organisme de formation relativement onéreux, avec des frais de déplacement qui sont peut-être importants, il peut
en une seule fois, et pour lui, tout seul, emporter la totalité du budget formation. Et laisser tous les autres membres du conseil municipal sur le carreau, si vous me pardonnez l'expression. C'est pour ça qu'on insiste donc, sur un montant du budget formation qui soit quand même le plus raisonnable, c'est-à-dire 20%. Voilà, on insiste, vous êtes libre. Mais on insiste sur le débat annuel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cet argent et de façon collective, et je l'espère tout à fait sans aucune agressivité, vous pourrez déterminer qui est prioritaire pour l'année 2020, sachant qu'il n'y a que quelques mois, pour l'année 2021, bon, et puis ensuite, fin 2021, vous verrez effectivement qui sera prioritaire en 2022, etc. Mais ce débat sur qui va être prioritaire est très important parce que sinon, s'il n'y a pas eu de débat, eh bien, je vous dis, le premier qui arrive et qui dit « moi j'ai une formation, elle est prête, c'est dans 15 jours et elle vaut tant », emporte peut-être le budget d'une année. Voilà. Donc ça n'est pas correct en fait. Autre chose, à part le budget formation, donc le budget formation voté par le conseil municipal, je précise que pour les petites communes, en particulier les moins de 1000 et les moins de 500, on verra tout à l'heure qu'il y a des modalités financières qui peuvent peut-être vous aider à mieux financer ces budgets, formation en particulier. Vous avez un deuxième dispositif qui s'appelle le DIF, le droit individuel à la formation, et il y a un DIF élu qui est prévu, qui fait l'objet d'un projet de décret qui a été rédigé, qui a été déjà passé devant des instances, que nous avons d'ailleurs validé, mais qui n'est pas encore publié. Donc, par exemple, si je reprends l'élu du Gers tout à l'heure, qui avait déjà sa formation prête, il aurait peut-être pu la faire financer au titre du DIF, mais là, le décret n'est pas sorti, donc de toute façon, ça n'est de toute façon encore pas possible. Voilà. Donc, cet élu du Gers est un peu dans une impasse là pour l'instant, sauf à repousser sa formation, ce qui, à mon avis, sera la chose raisonnable à faire. Le DIF va concerner, là aussi, tous les membres du conseil municipal et les membres des conseils communautaires. C'est 20 heures par an qui vous sont données dès le début du mandat. Donc là, maintenant, vous êtes élus, vous avez, dès que le décret sera sorti, potentiellement 20 heures par an de formation, cumulable sur toute la durée du mandat, et ceux qui perçoivent des indemnités de fonction vont payer une cotisation obligatoire, 1% du montant de leurs indemnités va aller dans un fonds qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations et qui va permettre de financer les formations de tous les membres des conseils municipaux et communautaires, que ceux-ci touchent une indemnité ou pas. C'est une sorte de mutualisation. Les élus qui perçoivent des indemnités de fonction vont verser à ce fonds 1% du montant de leurs indemnités et collectivement, ce fonds va permettre d'octroyer 20 heures de formation par an à tous les élus, indemnisés ou pas, sachant que pour éviter des dérives qui ont eu lieu malheureusement, le tarif des formations qui pourront être effectuées au titre de ce DIF sera bloqué à 100 € par heure. Voilà. Donc, parce qu'il y a effectivement quelques barbulants, très peu, mais qui ont imaginé que la formation des élus était peut-être un fromage et qui ont abusé. Et à cause de ces abus, nous avons dû revoir, le gouvernement a dû revoir les modalités du DIF. La grande nouveauté par rapport aux équipes précédentes, peut-être parmi vous, y a-t-il des élus qui étaient élus et qui le sont redevenus, c'est très bien, c'est que les 20 heures par an sont disponibles pour votre mandat, là maintenant qui commence, dès le début du mandat. Pour vos prédécesseurs, si j'ose dire, il fallait qu'ils aient cotisé qu'il y ait cotisation pendant 1 an avant de pouvoir bénéficier de formation
au titre du DIF. Là, non. Tout de suite, vous avez 20 heures par an et vous pourrez en bénéficier dès que le texte va sortir. On espère que c'est fin juin, parce que effectivement, c'est important. Alors, enfin, des précisions sur peut-être la fin de mandat, en particulier pour ceux qui voudraient utiliser le mandat pour réorienter leur activité professionnelle, on va dire. Vous avez la possibilité d'engager une démarche de validation des acquis de l'expérience. On considère que effectivement le mandat municipal ou intercommunal constitue un vrai plus et peut vous permettre d'avoir, pour l'obtention d'un diplôme ou l'accès l'accès à l'université, vous permettra de parfaire votre formation ou peut-être même de la commencer après votre mandat d'élu. Enfin, on a considéré aussi une chose qui paraît tout à fait juste, c'est que plutôt que d'avoir toujours des théoriciens, en fait, les élus sont en droit de devenir chargés d'enseignement dans les universités et apporter la contribution de leur expérience, en particulier pour des étudiants qui souhaiteraient, qui s'intéressent et qui sont orientés dans les domaines de la gestion locale. Et de temps en temps, je pense qu'effectivement, l'expérience d'un élu vaut tous les discours universitaires. Voilà. Est-ce que sur ce sujet, vous avez des remarques, questions? Nous suivons vos questions sur un portable. Non, à ce stade, il n'y en a pas dans le chat. Est-ce qu'il y en a qui voudraient poser des questions oralement? Eh bien non, on peut continuer. Bon, nous allons continuer. Alors, un point important à connaître, à bien connaître, les conditions financières et fiscales de l'exercice du mandat. Et d'abord, le régime indemnitaire. On verra donc ce que sont les indemnités de fonction. La fiscalité de ces indemnités, ça il faut absolument que vous... Il y a quelques règles très simples à connaître, mais il faut absolument que vous les connaissiez en début de mandat. Les remboursements de frais qui sont très détaillés dans la brochure statut de l'élu. Et puis la dotation particulière élu local, c'est-à-dire la dotation versée par l'État pour aider les communes de moins de 1000 et a fortiori les communes de moins de 500 pour justement payer et les indemnités de fonction et la formation. Alors, on attaque avec le régime indemnitaire. Qu'est-ce que c'est qu'une indemnité de fonction? Vous en avez déjà reçu, vous allez en recevoir, je vous le souhaite. C'est une chose non définie, puisqu'on fonctionne toujours avec, dans la loi, dans l'article du Code général des collectivités territoriales, une mention à laquelle personne ne veut toucher, qui est que les fonctions de maire, d'adjoint et conseiller municipal sont gratuites. Donc ça, c'est le principe qui perdure dans le droit français. Alors, c'est gratuit, mais quand même, au fur et à mesure, et au fil des années, on s'est rendu compte que les élus en particulier qui avaient une activité professionnelle perdaient du salaire, perdaient du traitement, etc. et que ça n'était pas tout à fait juste. Donc, on a d'abord imaginé effectivement que on allait verser des indemnités de fonction. Voilà. Et puis, on s'est rendu compte aussi que cette indemnité de fonction, elle servait également à défrayer les frais que vous allez engager forcément parce que vous allez vous servir de votre téléphone, de votre voiture, vous allez imprimer des choses à la maison, vous allez, voilà, vous avez un montant de frais que vous allez engager et qu'il n'était pas non plus tout à fait normal que ceci repose exclusivement sur les deniers de l'élu. Donc, vous avez une indemnité de fonction.
Qu'on ne sache pas la définir, ça n'est pas forcément très grave, mais au fil des années, c'est un petit peu compliqué de savoir si elle se cumule avec une prestation enfant handicapé, avec une allocation sociale, à laquelle, en tant qu'individu, en tant que citoyen, vous avez droit par ailleurs. Et nous, j'allais dire, on se bat pour effectivement faire en sorte que vous puissiez cumuler une indemnité de fonction et en particulier des prestations sociales, et que vous ne soyez pas défavorisé à cause du versement d'une indemnité de fonction. À un moment donné, s'était posé la question, Pôle emploi s'était posé la question de savoir si on pouvait percevoir une indemnité de fonction et une allocation chômage. Pôle emploi était à ce moment-là persuadé que le mandat d'élu, remarquez que c'était joli, parce qu'il considérait que le mandat d'élu était un mandat tellement important et tellement prenant que vous étiez élu, vous ne pouviez pas chercher de travail. Et on leur a expliqué très clairement qu'il y avait quand même de nombreux élus qui avaient besoin de travailler, qui travaillaient d'ailleurs, qui arrivaient à cumuler les deux, et qu'il était hors de question de les priver d'allocation chômage au motif qu'ils avaient une indemnité de fonction. Et ceci a été réglé. Mais il a fallu qu'on explique effectivement que c'était possible, et que vous aviez des élus qui étaient malheureusement au chômage, qui avaient absolument besoin de retrouver une activité professionnelle. Voilà. Donc ça se règle à chaque fois au cas par cas, ça n'est pas forcément extraordinaire, mais nous veillons, soyez sûr que l'AMF veille à ça vraiment très très intensément. Alors cette indemnité de fonction, donc on ne sait pas très bien quelle est sa nature, mais alors finalement, quand on regarde cette petite liste, on se rend compte qu'elle est imposable comme un salaire. Bon, vous avez des abattements spécifiques que vous retiendrez tout à l'heure, mais c'est quand même imposable comme un salaire, donc vous aurez un prélèvement à la source applicable dessus. Bon, ça dépend des montants, je ne vais pas vous affoler parce que c'est au-dessus d'un certain montant, mais par principe, elle est imposable comme un salaire. Elle est soumise à CSG, CRDS. Elle est soumise, dans certains cas, à cotisation sociale. Certains cas, ça ne peut pas, c'est pas très mystérieux. Quand vous avez une indemnité ou quand vous avez plusieurs indemnités, un montant total d'indemnité qui est supérieur à 1 714 € par mois, vous êtes assujetti à des cotisations sociales. Voilà. Donc, si vous restez en dessous, vous n'avez pas de cotisation sociale. 1 714 €, ne me demandez pas pourquoi, c'est encore les chiffres tout à fait précis du plafond de la sécurité sociale divisé par 2, multiplié par je ne sais pas quoi. Voilà, c'est 1 714 en ce moment. Votre indemnité elle est également soumise à une cotisation de retraite obligatoire. Ça, c'est l'IRCANTEC, vous ne pouvez pas y couper, vous avez une indemnité, vous cotisez pour la retraite obligatoire des élus, qu'on a, j'allais dire, casé dans un organisme de retraite qui gère les agents non titulaires des collectivités locales. Non pas que vous soyez des non titulaires des collectivités locales, mais c'est vrai qu'en tant que statut, disons que ça s'en rapproche un petit peu. Donc, vous avez une cotisation de retraite obligatoire. Si vous le souhaitez, on verra ça à la fin avec Fontelle, et on vous y encourage, vous prenez, c'est votre décision, une retraite supplémentaire. Voilà, donc il peut y avoir cotisation de retraite supplémentaire, et puis cette indemnité peut être saisissable, mais en partie. On va laisser une partie qui correspond à un remboursement de frais qui continuera à vous être versé quoi qu'il arrive. Je ne vous souhaite pas d'être saisi, bien sûr. Donc quand on met ça bout à bout, si vous voulez, ça commence à ressembler quand même curieusement à un salaire, mais on ne peut pas le dire, et on ne veut pas le dire tout simplement parce qu'on ne veut pas mettre les élus dans un rapport de subordination avec la commune. Mais dans la pratique, votre indemnité de fonction est quand même très, très ressemblante avec un salaire. Alors, qui est-ce qui peut percevoir des indemnités de fonction? De façon, j'allais presque dire naturelle, les exécutifs, c'est-à-dire les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. Eux, c'est automatique, si j'ose dire. Les
Ceux qui peuvent également en percevoir sont ceux qui ont des fonctions exécutives, mais par délégation, c'est-à-dire les adjoints au maire, les conseillers municipaux délégués, et puis dans les EPCI, les vice-présidents, qui auront une délégation du président. On insiste là-dessus parce que adjoint au maire en tant que tel ne suppose pas l'octroi d'une indemnité de fonction. Un adjoint au maire va être, comme le maire, dès qu'il a été élu, officier de police judiciaire, officier d'état civil, oui. Peuvent, comment dire, célébrer des mariages, oui, surtout que maintenant qu'on peut recommencer à célébrer des mariages, mais c'est tout. Et ce n'est pas ça qui donne le droit à une indemnité de fonction. Ce qui donne le droit à une indemnité de fonction, c'est parce que le maire aura donné des délégations à des adjoints et des délégations éventuellement à des conseillers municipaux. On va appeler conseillers municipaux délégués. Quant aux conseillers municipaux simples, si vous me pardonnez l'expression, ou conseillers communautaires qui n'ont pas non plus de délégation, globalement, au-dessus de 100 000 habitants, on peut avoir une petite indemnité de fonction, mais en dessous, c'est quand même rarissime. Donc, les indemnités sont liées à des délégations. Une fois qu'on sait ça, vous savez aussi que le conseil municipal a depuis, dans les 3 mois qui suivent son renouvellement, enfin, voilà, donc son installation, là, parce que là, avec ces délais très curieux de 2020, enfin disons depuis que vous êtes mis en place, depuis le 18 mai, vous avez 3 mois pour délibérer sur le montant des indemnités de fonction qui vont être versées aux maires, aux adjoints et éventuellement aux conseillers municipaux délégués, s'il y en a. Il y aura donc une délibération, ou plusieurs, on verra, accompagnée d'un tableau annexe qui récapitule tout ça, avec une subtilité un peu étrange qui dit que le tableau annexe va indiquer les indemnités versées à tous, sauf aux maires, qui seraient considérés comme à part. Ce qui, à notre sens, en termes de transparence, est une grosse erreur, parce qu'après tout, il n'y a aucune honte à percevoir une indemnité, compte tenu du travail que ceci suppose, et donc aucune honte non plus à indiquer à la population combien le maire perçoit. Voilà. Les maires, l'AMF s'est battue là-dessus pendant des années, depuis 2015, et ça a été réaffirmé fin 2019, non sans mal, une indemnité qui est fixée par les textes. Donc, vous avez un article du code qui est le L2123-23 qui vous dit que le maire d'une commune de moins de 500, voilà, a 991,80 € par mois. C'est de droit, c'est sans débat. C'est-à-dire que si le maire dit, je vous informe que je prends le montant d'indemnité qui est prévu pour moi par la loi. Il n'y a rien à dire. Et donc, le maire d'une commune de moins de 500 aura 991,80 et puis celui de 500 à 1000 aura 1567,43 par mois. Évidemment, nous vous encourageons, vous les maires, à appliquer ce texte, appliquer cette règle. Nous sommes battus comme des chiffonniers pour obtenir ça et pour la maintenir. Pourquoi? Parce que finalement, si le conseil municipal délibérait dans chacune des communes, vous aviez d'abord une forme d'injustice, c'est-à-dire que certains maires étaient entre guillemets correctement indemnisés, d'autres pas. Ça servait au moment où il peut y avoir quelques petites bisbilles au sein du conseil municipal, où certains conseils municipaux baissaient les indemnités des maires, ce qui était en général très mauvais signe, ce qui n'empêchait pas que ce malheureux maire continuait à faire absolument tout ce qu'il avait à faire. Donc tout ça a été, entre les discussions de marchands de tapis et les pressions,
c'était quand même extrêmement pénible. Et donc, en 2015, quand enfin la loi a prévu que le maire avait le droit, le montant qui était prévu par la loi, ça nous a paru vraiment une très bonne chose et une très bonne chose que je vous encourage à appliquer. Toutefois, je vous signale que le maire peut demander lui-même, mais c'est lui qui demande, à percevoir un montant inférieur. Auquel cas, le conseil va délibérer pour fixer l'indemnité du maire à un montant inférieur. Oh, plus. Alors, pour fixer les indemnités de fonction, une règle relativement simple, il faut définir ce qu'on appelle l'enveloppe indemnitaire globale. L'enveloppe indemnitaire globale, c'est le taux de l'indemnité légale du maire, dont je parlais à l'instant, admettons 991,80 € pour les élus des communes de moins de 500, plus les indemnités au taux maximal, pour le coup, des adjoints en exercice. C'est-à-dire que si votre commune a droit à 4 adjoints, mais que seuls 3 ont été élus, on calculera l'enveloppe sur l'indemnité maximale que multiplie 3, plus l'indemnité légale du maire. Donc, indemnité, voilà, on a un exemple. Le maire choisit d'avoir que 3 adjoints au lieu de 4 auxquels il pourra avoir droit, et décide de donner une délégation à un conseiller municipal. Le maire prend le maximum, par principe. Là, en l'occurrence, dans cette strate, c'est 2006,93 €. C'est toujours très précis. Donc, finalement, on sort de l'enveloppe indemnitaire, puisqu'on va pouvoir répartir 3 fois l'indemnité maximale des adjoints, qui, dans cette strate-là, est égale à 770,70 €. Dans cette enveloppe indemnitaire, on va décider, le conseil va décider que le premier adjoint va être finalement au maximum prévu par les adjoints, pour les adjoints. Le deuxième sera à 600 €, le troisième à 500, ce qui permet de donner au conseiller municipal délégué une indemnité de 441,40 €. Tout va bien puisque nous restons dans l'enveloppe indemnitaire globale. On aurait même pu imaginer que le premier adjoint ait plus que 770,70 €. Peu importe, le tout est de ne pas dépasser l'enveloppe indemnitaire globale, qui donc se calcule avec les indemnités, j'allais dire maximales pour le maire et maximales pour les adjoints, mais le nombre réel d'adjoints. Vous avez cette enveloppe indemnitaire, le conseil délibère, il donne à ce moment-là des montants précis. Il peut donc, dans l'enveloppe, intégrer un conseiller municipal délégué à qui on va verser une indemnité, et tout ira bien. Tout ira bien, à la condition, bien sûr, que les adjoints et le conseiller délégué, là en l'occurrence, justifient d'une délégation du maire sous forme d'un arrêté. C'est un arrêté, c'est écrit, c'est pas une délégation verbale, c'est pas tu vas être, voilà, alors c'est ni une délégation verbale sur le thème tu t'occuperas de l'urbanisme, non, ça ne vaut pas du tout, ça s'écrit de façon très précise, et ça n'est aucunement une délibération du conseil municipal, c'est le maire qui délègue, le maire délègue, il est le seul à déléguer. Finalement, lui a les pouvoirs et il va en déléguer une partie aux adjoints et aux conseillers délégués. Ces délégations, ce que les adjoints au maire et les conseillers délégués feront au titre de ces délégations, sachez que le maire peut toujours intervenir qui fait, toujours, et que les délégations sont toujours sous sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il est responsable des délégations qu'il a confiées et des actes qui sont effectués au titre de ces délégations. Le jour où, on ne sait jamais, la relation entre un maire et un de ses adjoints finit par ne plus être fluide,
peut être comme dans un couple, il peut y avoir des petits moments de friction. Mais si vous n'êtes plus d'accord avec, si vous, maire, vous n'êtes plus d'accord avec ce que fait votre adjoint, et si votre désaccord finit par avoir des conséquences sur la gestion communale, puisque vous n'êtes plus en phase, eh bien, vous, le maire, avez toujours la possibilité de retirer les délégations à cet adjoint, ce qui emporte comme conséquence immédiate que l'adjoint cesse d'être indemnisé. Et ensuite, comme cet adjoint à qui vous avez retiré les délégations se retrouve sans trop de mission, si j'ose dire, le conseil va décider, cette fois-ci c'est le conseil municipal va décider s'il reste adjoint ou pas. Voilà, donc les indemnités de fonction, pour le maire, elles sont automatiques. Et même le montant maximum est automatique. Pour les autres, il n'y a rien d'automatique. Il y a effectivement des règles, il y a une délibération, il y a le respect de l'enveloppe indemnitaire globale, et il y a surtout les arrêtés de délégation de fonction pour les adjoints et pour les conseillers municipaux délégués si vous en avez. Et il faut que la délibération indemnitaire et les arrêtés de délégation soient faits quasiment dans les mêmes jours, quoi, pour que le comptable puisse payer. S'il n'a pas ces deux documents, le comptable il ne paiera pas. Voilà. Voilà les grands principes des indemnités de fonction. Donc les montants, ceux que vous voyez en rouge, sont les montants qui ont été revalorisés par la loi Le Cornu de fin décembre 2019, revalorisés assez sensiblement, et pour les maires et pour les adjoints. Donc, je sais que par pudeur, très souvent, les élus ne veulent pas utiliser, j'allais dire, ou bénéficier des montants qui sont prévus, et ceux-là sont plus importants que pour les équipes précédentes. Encore une fois, vous ne volez personne, vous aurez un énorme travail, ce mandat sera peut-être encore plus compliqué que les mandats précédents, c'est vous dire. Et je vous encourage, si jamais vous aviez quelques petites inquiétudes ou voilà, à calculer votre tarif horaire au bout d'un mois. Mettez le montant de l'indemnité et vous aurez bien comptabilisé le nombre d'heures que vous aurez passé à vous occuper de la gestion de la commune et de vos administrés. Eh bien, vous verrez, au vu de votre tarif horaire, qu'il n'y a aucune honte à avoir. Tout travail mérite salaire et vous ne volerez pas le montant de vos indemnités de fonction, soyez-en sûrs. Non, ça ne marche plus. Alors, c'est avec ça que je fonctionne. Non, c'est bon. Bon, très bien. Alors, sachez que si vous avez beaucoup d'indemnités de fonction, ce qui est possible pour certains, vous ne pourrez pas dépasser la somme quand même assez importante de 8 434 € par mois. Il y a un plafond indemnitaire, mais je ne pense pas que c'est ce qui vous concerne le plus. Alors, une fois que vous avez voté les indemnités dans le cadre de l'enveloppe indemnitaire globale, dont on parlait tout à l'heure, vous pouvez, dans un deuxième vote, si votre commune a les caractéristiques que vous voyez là définies, si vous êtes chef-lieu d'arrondissement, chef-lieu de canton, classé station de tourisme, je pense qu'il doit y en avoir parmi vous. Alors si vous êtes classé station de tourisme à moins de 5 000 habitants, vous pouvez majorer les indemnités de fonction de 50%. Ça fait l'objet d'un deuxième vote, l'application des majorations. Parce que là aussi, on peut décider d'appliquer des majorations, par exemple, c'est un exemple, c'est pas aux maires et aux adjoints, mais pas aux conseillers délégués. Voilà, le conseil va délibérer là-dessus. Sur le montant de la majoration, mais ça, en général, il prend le montant qui est prévu par les textes, et puis décider qui va en être bénéficiaire ou pas. Donc, dans un deuxième vote, on va faire cette majoration de 50%, et là, si je prends 50%, mettons, classé station tourisme, qui est évident qu'à ce moment-là, on dépasse l'enveloppe indemnitaire globale, parce que les majorations permettent d'aller au-dessus. Donc ça, le conseil
va voter ces majorations si vous pouvez en bénéficier, si votre commune, les caractéristiques de votre commune sont dans celles qui sont évoquées là. Alors, moins drôle, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, les indemnités de fonction sont soumises à impôt. Exactement comme les traitements et salaires, mais avec des abattements spécifiques. Donc, les indemnités sont soumises à impôt sur le revenu, donc à prélèvement à la source, mais alors, sont exclus, mais ça c'est assez classique, les remboursements de frais, les indemnités de déplacement et les frais de représentation des maires et des présidents de certains EPCI, puisque des conseils municipaux peuvent voter des frais de représentation pour des maires, voilà, par ailleurs. Donc ça c'est hors impôt, mais les indemnités de fonction, de façon classique, sont soumises à impôt sur le revenu, donc à prélèvement à la source. Comment ça se passe ? On vous enverra donc le PowerPoint, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous regarderez ça calmement, ce n'est pas extrêmement compliqué, mais il faut que vous reteniez ce genre de choses parce qu'il va falloir que vous fassiez attention à la façon dont vos indemnités de fonction et le calcul de votre prélèvement à la source sera fait. Sur votre indemnité de fonction, il va falloir calculer le montant imposable. Donc on va retirer des choses. Et sur ce montant imposable, après, c'est très simple, les impôts envoient à la commune ou à la communauté votre taux fiscal personnel, et sur le montant imposable, on appliquera votre taux fiscal personnel de façon tout à fait, votre pourcentage qui sera 5%, 8%, 10%, 16%, que sais-je, c'est celui-là qui sera tout simplement appliqué sur le montant imposable de votre indemnité. Alors, ce montant imposable, c'est donc le montant brut de votre indemnité de fonction. On va enlever, comme pour tous les salariés, 6,8% de CSG. C'est la CSG déductible. Voilà. On enlèvera, c'est pas vous qui ferez ces calculs, hein, rassurez-vous. On enlèvera la contribution IRCANTEX, puisque c'est une cotisation de retraite obligatoire. Bon, hop, elle est sortie. On enlèvera les cotisations sociales, je vous disais tout à l'heure, si vous avez plus de 1 714 € par mois, vous en paierez. Si vous avez moins de 1 714 € par mois, vous n'en paierez pas. Je vais regarder le plus maintenant. Si vous avez choisi un régime de retraite par rente, vous verrez tout à l'heure que vous allez verser une cotisation et la commune sera obligée de verser le même montant. Votre décision emporte participation obligatoire de la commune. Alors ça, c'est une aide et celle-là, elle viendra en plus pour votre montant imposable. Sinon, à droite, c'est que du moins. Donc on a enlevé la CSG, on enlève la contribution IRCANTEX, on enlève les cotisations sociales et on va enlever, alors, une chose mystérieuse, qui a le terme atroce de fraction représentative de frais d'emploi. C'est un espèce de forfait de frais, quoi, tout simplement. J'aurais pu trouver un terme plus joli, mais c'est un terme choisi par Bercy en général, ça n'est jamais très très joli. Alors, cette fraction représentative de frais d'emploi, c'est celle-là qui est très très importante. Je vous rappelle donc le mode de calcul, on enlève ça, on enlève cette fraction représentative de frais, que moi j'appelle l'abattement fiscal aussi. Et quand on aura calculé le montant imposable, on applique votre taux fiscal personnel. Vous allez voir à la fin que il y a pas mal de chances pour que votre prélèvement à la source soit nul, ou que votre montant imposable soit nul surtout. Puisque dès l'instant où vous avez un mandat avec une indemnité de fonction dans une commune de moins de 3 500 habitants, l'abattement fiscal mensuel qui vous est appliqué, que vous ayez un seul mandat dans cette commune ou que vous ayez en plus un mandat dans un syndicat et en plus un mandat dans une communauté de communes ou d'agglo ou que sais-je, vous avez un abattement mensuel de 1 507 €. Donc ça, je veux que vous reteniez ce chiffre. Surtout si vous avez un mandat indemnisé dans une commune de moins de 3 500. C'est celui qui va vous être appliqué pendant tout le mandat. Si vous avez la malchance, si j'ose dire, d'être au-dessus de 3 500 habitants,
là, 2 cas, vous avez un mandat unique, votre abattement est de 661 € par mois. Vous avez plusieurs mandats, il sera de 991 € par mois. Cette fraction représentative de frais, quand on est sur des mandats uniques, c'est très simple. Vous avez une indemnité, un abattement. Je reviens, voilà, cet abattement, 1507, pas de cotisation sociale, admettons, la contribution à l'index 6.8, hop, application du taux. Vous avez beaucoup de chances de ne pas avoir grand-chose à débourser en termes de prélèvement à la source. Mais, plus compliqué, et si vous avez des mandats multiples. Alors, multiples, pas forcément, vous pouvez très bien avoir effectivement, par exemple, 3 mandats. On a pris un exemple. Vous avez un mandat dans une commune de moins de 3005, indemnisé à 1000 € par mois. Vous avez un mandat dans une communauté de communes, indemnisé à 650 € par mois, et dans un syndicat intercommunal à 400 € par mois. Total indemnitaire, 2050. Vous avez donc, vous êtes dans une commune de moins de 3005, votre abattement, vous avez droit à 1507 €. Mais il va falloir que cet abattement soit proratisé, c'est-à-dire fasse l'objet d'une règle de 3, qui est juste au-dessus, proratisé sur chacune des indemnités. Vous regarderez ça calmement. C'est extrêmement important que vous soyez conscient de ce mode de calcul, ce qui veut dire que vous, élus, devez dire à la communauté, vous, élus communal, devez dire à la communauté de communes que vous avez 1000 € dans la commune et devez dire au syndicat intercommunal que vous avez aussi 650 € et 1000 € dans votre commune. C'est-à-dire que vous devez informer les 3 collectivités qui vous versent une indemnité de fonction de ce que vous percevez. Parce que c'est eux qui vont s'amuser, si j'ose dire, à faire la proratisation. Si vous ne les informez pas, on ne va pas faire ça correctement, et imaginez qu'ils vous appliquent, on dirait que c'est bon, 1507 à chaque ligne là. Vous auriez un abattement de 4500 €, alors une base imposable absolument égale à 0, ça c'est sûr, aucun prélèvement à la source, mais le jour où vous avez un petit contrôle fiscal, d'abord vous ne serez pas tout à fait forcément en mesure d'expliquer ce qui s'est passé, et surtout, vous aurez un très joli redressement fiscal. Donc, mémorisez, c'est pas très compliqué, mémorisez ce à quoi vous avez droit. Primo, il y a 3 chiffres, vous ne pouvez pas être dans les 2 situations, donc voilà, vous mémorisez ça. Vous informez surtout chacune des collectivités territoriales de ce que vous percevez par ailleurs des 2 autres, de façon à ce qu'elles fassent un calcul correct. Votre prélèvement à la source sera calculé correctement et votre déclaration de revenus, puisque les indemnités figurent aussi dans la déclaration de revenus, figureront de façon correcte. Et vous n'aurez donc plus, en plus de vos soucis sur la gestion communale, à vous soucier de votre situation fiscale en tant qu'élu. J'attire votre attention parce que l'expérience nous prouve que les déclarations de revenus sont mal remplies de façon automatique par les collectivités, t'entends ? Que quand certaines collectivités ont des logiciels de paye, elles nous expliquent qu'elles ne savent pas quels sont les paramètres qui ont été rentrés dans le logiciel de paye. Donc, on a l'impression que les logiciels de paye sont des choses autonomes. Or, si on n'a pas intégré le bon abattement pour l'élu, il y a peu de chances que ce soit juste. Donc, c'est une source de soucis sur lesquels nous allons très vite, nous, Association des maires de France, et faire une grande campagne de communication auprès des élus pour qu'ils communiquent aux autres collectivités ce qu'ils perçoivent
et faire aussi une grande campagne de communication auprès des fonctionnaires territoriaux pour qu'il y ait une formation plus stricte sur ce sujet. Pourquoi? Pas pour le plaisir, pour que vous ayez des feuilles d'indemnité qui soient dans les clous et que vous n'ayez pas d'ennui par la suite. C'est ça notre souci principal. Je vais maintenant laisser la parole à... Je sais que c'est un peu aride et que pas très gai, mais plus vite vous saurez ça et puis ensuite plus tranquille vous serez. Voilà. Alors, pour quasiment terminer sur ce chapitre des conditions financières et fiscales, il faut aborder, mais alors vraiment très rapidement parce que ça fait l'objet de cette cas et c'est bien développé dans notre brochure dont on vous a parlé au début. Donc, on va parler des remboursements de frais. Donc, les remboursements de frais qui sont donc forcément sur le remboursement décidé par le conseil municipal. Il y a 7 cas donc, qui sont listés là. Les frais nécessités par l'exécution d'un mandat spécial ou frais de mission. Alors, je vais juste faire une petite précision sur ce point-là, parce que ça fait l'objet de nombreuses questions. En fait, tous les élus peuvent faire l'objet d'un remboursement de frais engagés du fait d'un mandat spécial. Qu'est-ce qu'un mandat spécial? Ça va être une opération déterminée, précise quant à son objet et limitée dans le temps. Par exemple, si on donne une mission à un conseiller municipal de suivre un projet de grands travaux, enfin de petits travaux, la réflexion d'une place publique, ce genre de choses. Donc, ce sera l'objet, suivre le dossier de travaux, le temps limité, je sais pas, de janvier à septembre, et donc ce n'est pas une délégation, contrairement à ce que certains peuvent comprendre, donc ça ne fait pas l'objet d'une indemnité de fonction, ça va faire l'objet d'un remboursement de frais de mission, donc qui seront liés des dépenses engagées dans le cadre de ce mandat. Et c'est le conseil municipal. Et c'est le conseil municipal qui va le déterminer et ça fait l'objet d'une délibération obligatoirement. D'ailleurs, tous ces cas-là font l'objet d'une délibération. Si je continue l'énumération, nous avons des frais de déplacement des membres du conseil municipal, donc lorsqu'ils doivent se déplacer pour des réunions hors territoire de la commune. Et vous verrez plus de précision dans la brochure. La même chose pour les membres des conseils et comités intercommunaux. Les frais d'aide à la personne des élus municipaux intercommunaux. Alors, petite nouveauté dans ces frais d'aide à la personne, donc qui était avant, qui pouvait faire l'objet, avant, c'était facultatif, pouvait faire l'objet de remboursement. Maintenant, il faut savoir que depuis la loi de 2019, tous les conseillers municipaux bénéficient d'un droit au remboursement des frais de garde d'enfants ou de garde des personnes dépendantes, personnes âgées, personnes handicapées, qui vont engager à l'occasion de réunions communales ou intercommunales. Donc, à partir du moment où ils doivent engager des frais de garde, ils pourront faire l'objet d'un remboursement. Ça, ce sera une obligation. Remboursement qui sera en fait remboursé, compensé dans la... Alors, le remboursement ne pourra pas être supérieur au SMIC horaire, ça c'est comme ça, c'est la règle. Et ce qu'il faut savoir, en fait, donc, dans la nouveauté de la nouveauté, c'est que pour les communes de moins de 3 500 habitants, l'État va compenser ce remboursement. Alors, ça c'est l'objet d'un décret à venir encore, mais il faut l'avoir en fait pour les délibérations justement qui vont être prises dans ce cadre-là. Il faudra en tenir compte par la suite. Et donc, si on finit, les frais exceptionnels d'aide et de secours, de représentation, comme elle a dit quelquefois, il y a des frais de représentation qui sont alloués au maire. Et voilà. Voilà pour les frais. Le frais exceptionnel d'aide et de secours, c'est typiquement une inondation, une famille complètement à la rue parce que sa maison est partie suite du glissement de terrain ou que sais-je,
et le maire qui dans l'urgence, voilà, met la main à la poche et aide cette famille avec son propre argent. Donc là, il est tout à fait normal que quand même ce genre de choses soient ensuite reprises en compte et par le budget de la commune. Voilà. Enfin, la dotation particulière élue locale. Donc, Geneviève, vous en avez parlé tout à l'heure lorsqu'on avait abordé les questions de formation notamment et également d'indemnité. Donc, en fait, c'est une dotation qui est accordée par l'État aux communes les plus riches et qui répondent en fait à des critères cumulatifs, à savoir avoir une population inférieure à 1000 habitants et un potentiel financier. Donc, voilà. Enfin, faible, voilà, très faible. Il y a 2 critères cumulatifs. À partir du moment où ces critères se rencontrent, on est éligible à la dotation qui sera automatiquement versée par l'État. Il n'y aura pas de dossier à remplir, ça se fait automatiquement. C'est l'État qui paye. Il y a eu voilà, une distorsion, une légende qui circule, enfin qui circule toujours d'ailleurs, comme quoi ce seraient les régions et les départements qui verseraient. En réalité, en fait, ce prélèvement, cette dotation, la revalorisation d'ailleurs de cette dotation a été prélevée sur les dotations versées aux régions et aux départements, et c'est bien l'État qui va vous verser la dotation. Donc la nouveauté pour 2020, c'est que cette dotation a été revalorisée pour les communes inférieures à 500 habitants. Donc, comme vous le voyez dans le tableau, à partir du moment où vous êtes éligible à la dotation, si vous êtes une commune de moins de 1000, vous aurez 3 033 €. Donc, si vous êtes voilà, dans les critères. Si vous êtes dans la strate entre 200 et 500 habitants, vous aurez 4 550 et moins de 200 habitants, vous aurez un doublement de la dotation à hauteur de 6 066 € par an. C'est une dotation annuelle. Et le but de cette dotation, on préfère encore le répéter, d'ailleurs qui s'appelle élu local, c'est de vous permettre de financer les indemnités de fonction pour vous permettre d'exercer convenablement votre mandat. C'est également participer au budget formation. Les frais de garde, enfin. Voilà, tout ce qui entoure le statut de l'élu finalement, enfin, l'élu en tant que tel, et c'est pas forcément fait pour financer les travaux de voirie ou les travaux de la communauté, c'est pour les élus. Voilà, gardez-le en tête, c'est quand même un soulagement qui peut vous être apporté, ou en tout cas qui peut peut-être vous aider, vous inciter à prendre notamment le taux légal s'agissant des maires, lorsqu'on a des questions qui se posent, de savoir est-ce que je vais avoir assez d'argent ou non, si vous êtes éligible, ça peut vous aider. Alors, avant-dernier chapitre, ce qui est protection des élus. Trois thèmes, la protection sociale, la prise en charge des accidents et puis la protection contre les violences et outrages, ce qu'on ne vous souhaite pas. Alors, protection sociale, tout à l'heure je vous le disais, ça fait l'objet de développement un peu précis dans la brochure. Je vais vous épargner le droit de la sécurité sociale parce que c'est quand même infâme. En gros, retenez que si votre indemnité ou vos indemnités agrégées dépassent 1 714 €, vous cotiserez à la sécurité sociale. C'est obligé. Bon, cela dit, tous les élus, qu'ils aient une indemnité ou pas, sont affiliés au régime général de sécurité sociale. Alors, ça donne quoi comme pour ceux qui ne cotisent pas? Donc, pour ceux qui ne cotisent pas, c'est-à-dire ceux qui ont une indemnité ou des indemnités inférieures à 1 714, vous avez quand même un certain nombre de remboursements de frais sur accident de travail, trajet, et quelque chose qui reste mystérieux pour nous toujours, c'est la maladie professionnelle, puisque comme on n'a pas défini du tout quelle était la maladie professionnelle du maire ou de l'adjoint ou du conseiller délégué, enfin vous êtes malgré tout couvert contre elle. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc ça, c'est pour les élus qui ne cotisent pas. Ceux, par contre, dont l'indemnité dépasse 1 714 € par mois, ou les indemnités, auront des droits beaucoup plus conséquents et surtout pourront cotiser au titre de la retraite. Voilà, c'est ça quand même le grand intérêt. Donc, vous regarderez ça calmement, à tête reposée plus tard.
Un détail qui n'en est pas du tout un et qui est maintenant dans la loi, après que des élus se soient retrouvés en très très grande difficulté, vous pouvez être, je ne vous souhaite pas, hein, mais vous pouvez être en arrêt maladie, même peut-être en arrêt maladie longue durée, et exercer un mandat d'élu, exercer vos activités d'élu. À ce moment-là, il faut impérativement que le médecin inscrive par écrit que vous pouvez mener votre mandat d'élu pendant que vous êtes malade. Donc, non seulement il faut lui demander de prendre position sur le sujet, et deuxièmement, de l'écrire. Nous avons des élus qui se sont retrouvés sans du tout vouloir flouer qui que ce soit, mais qui avaient des maladies pour lesquelles finalement l'exercice d'un mandat peut peut-être les permettre de sortir de situations psychologiques compliquées. Le médecin n'avait rien écrit. L'élu a dû rembourser l'intégralité des indemnités journalières qu'il avait reçues. Et ça a été grave, très grave. Voilà, donc vous pouvez éventuellement continuer à exercer un mandat tout en étant en arrêt maladie. Ce n'est pas forcément fréquent, mais ça peut se passer. Si ça se passe, c'est le médecin qui le décide et le médecin qui l'écrit. Si le médecin ne l'a pas écrit, vous ne vous amusez pas à passer outre parce que les contrôles sont là et à la suite de contrôles, les décisions sont drastiques. La commune va de façon générale vous couvrir pour l'exercice de vos fonctions. Alors, attention, ayez présent à l'esprit que pour les conseillers, pour les simples conseillers, pardon de l'expression, la commune va les couvrir pour le fait de se rendre et de participer aux réunions qu'on a vues tout à l'heure, conseils municipaux, conseils éventuellement intercommunaux, c'est tout. Donc, c'est une protection qui est restreinte à un exercice qui consiste à aller à des réunions et en revenir, quasiment, alors que pour maire et adjoint, la commune va les protéger par le biais d'assurance, hein, de toute façon en général, pour l'exercice de leurs fonctions, parce qu'on sait très bien que ça peut être beaucoup plus vaste, que vous pouvez vous mettre à grimper sur des toits pour faire tomber plus vite la neige qui sinon pourrait tomber sur de la population, ou grimper dans des arbres qui, parce qu'ils seraient censés tomber sur une route. Enfin, les élus sont susceptibles de faire des tas de choses assez compliquées et éventuellement dangereuses. N'hésitez pas à prévenir votre assureur dans ces cas-là, c'est toujours mieux. Enfin, évitez quand même les choses trop dangereuses, mais on sait que l'urgence, de temps en temps, vous fait accomplir des actes tout à fait qui ne sont pas des activités de bureau, ça c'est clair, et donc la commune vous protège. Depuis la fin de l'année, la commune est également obligée de souscrire une assurance, il n'y a pas de question à se poser, contre des mises en cause, alors cette fois-ci dans des procès, et contre des violences ou des outrages que vous subiriez ou que votre famille subirait. Donc, obligation d'une assurance qui doit être prise là, et là aussi, une compensation par l'État pour les communes de moins de 3500, le décret ne va pas tarder à sortir. Même si la commune vous protège, je parle en particulier aux maires, éventuellement aux adjoints, même si la commune vous protège par une assurance, il y a toujours, vous savez, au moment où il y a des soucis d'ailleurs, des légères failles entre l'assurance de la commune et ce que vous devez débourser en termes de frais d'avocat, etc. Par pitié, prenez une assurance responsabilité personnelle. Vraiment, on n'a aucun intérêt dans les assurances, nous, mais c'est un conseil d'amis, vous prenez une assurance responsabilité personnelle. Elle se conjuguera avec la protection qui, elle, est payée par l'assurance de la commune et vous serez, si j'ose dire, tranquille. Et vous pourrez mener votre mandat sans trop de problèmes. Et puis, à la fin, après de très longues années de mandat, peut-être renouvelé
hein, vous allez prendre goût à cette merveilleuse activité, et bien vous prendrez votre retraite d'élu. Donc, vous aurez l'IRCANTEC, pour lequel vous aurez cotisé pendant tout le temps de vos années, en tout cas indemnisé. Vous aurez, si vous avez cotisé, un petit bout de régime général de retraite de la sécurité sociale. Et puis, je vais passer la parole à ceux qui me présentent bien mieux que moi, l'exemple d'une retraite supplémentaire qu'on vous encourage à prendre, et voilà, et qui pourra permettre de compenser un peu tout ce que vous aurez aussi quand même déboursé tout au cours de ce mandat. Mais on sait très bien que les mandats ne sont pas faits pour gagner de l'argent, ils sont faits parce qu'on est des passionnés, qu'on veut se dévouer à la chose publique. Alors je vous souhaite, parce que je sais comment ces webinaires peuvent se terminer de façon brutalement extrêmement sèche. Alors avant de passer la parole à Fontpelle, nous souhaitons, Myriam et moi-même, aux élus présents, un excellent mandat. Et n'hésitez pas, nous sommes là aussi toujours pour vous. Voilà. On va quand même peut-être, avant de passer la parole à Armel, prendre quelques questions. Je vois qu'il y en a une de Monsieur Duterte. Veut-il la poser oralement? Je le peux. Bonjour à tous. La question est toute simple. On a parlé des indemnités pour les élus municipaux. Qu'en est-il pour les élus communautaires, à savoir le président, les vice-présidents, etc. Ah bah vous avez, alors les élus communautaires, c'est aussi un truc très, très intéressant, mais vous avez tout ça dans la brochure, sincèrement. On ne peut pas en 1h30 là, faire tout, mais il y a des indemnités. Il y a le même principe de délégation. Il y a le même principe d'enveloppe indemnitaire globale. Encore plus compliqué, donc je vous souhaite une lecture de la brochure, mais il y a aussi un chapitre évidemment indemnité intercommunale, bien sûr. Donc c'est la brochure dont vous avez parlé qui est sur l'AMF, hein, c'est ça? Voilà. Alors je vous ai mis le... 18-28. Oui, pardon, mais j'ai mis le lien, si vous remontez dans le chat un petit peu plus haut, je vous ai mis le lien d'accès à la brochure. Donc vous cliquez, vous pouvez le télécharger à partir de ce lien. C'est vu, merci. Voilà. Merci de m'adresser le PowerPoint. Le PowerPoint vous sera envoyé aussi. Oui. Pas de problème. Le PowerPoint vous sera adressé par votre association départementale. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on passe à la retraite? Bon, je n'en vois pas dans le chat. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Alors Armel, allons-y. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Armel Maga. Et donc, j'interviens pour le compte de l'association Fontpelle afin de vous présenter aujourd'hui le dispositif de retraite Fontpelle. Merci à l'introduction qui a été faite au préalable par Geneviève. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. Paramètres d'affichage. Et là, vous devriez le voir. Non, c'était mieux avant, mais bon. Ah, alors, j'ai voulu faire un test qui n'était pas concluant. Donc, on va refaire ça. Est-ce que c'est mieux? C'est bien. Parfait, très bien. Merci, merci de ce test. Donc voilà, comme je vous le disais, j'interviens pour la phase, pour vous présenter le dispositif Fontpelle et à titre individuel. Donc je suis chargée d'affaires et donc je m'occupe de tout ce qui est distribution du dispositif, donc commercialisation, et une équipe est également dévouée à la gestion du dispositif Fontpelle. Au préalable, eh bien, écoutez, je vous souhaite un plein épanouissement et une pleine réussite dans votre nouveau mandat qui est effectivement très prenant. Donc, tout à l'heure, Geneviève voulait vous parler de cette loi de 92. Eh bien, effectivement, cette loi de 92, elle institue, entre autres, un volet sur la retraite et prévoit notamment que tout élu local qui perçoit une indemnité a la possibilité de constituer une retraite par rente avec participation de sa collectivité, celle-ci étant disponible à partir de 55 ans.
Donc, l'AMF a donc naturellement créé l'association et le régime du même nom afin de répondre à ce droit spécifique qui a été octroyé aux élus locaux dans le cadre de leur mandat électif. Donc, élu local indemnisé, je vous le disais, donc que vous soyez maire, adjoint, conseiller de PCI, régional, départemental, municipal délégué, à partir du moment où vous percevez une indemnité, vous êtes éligible au dispositif. Vous l'êtes également si vous êtes en activité professionnelle, si vous êtes retraité ou si vous avez une activité professionnelle libérale, voire même si vous n'aviez pas d'activité professionnelle. Il s'agit bien de valoriser votre engagement dans le cadre de votre mandat électif et d'anticiper éventuellement d'éventuelles pertes de retraite futures. Puisque notamment le temps que vous allez passer dans votre collectivité, vous ne le passez pas à une propre évolution professionnelle. Et ça peut donc générer des pertes et de revenus et de cotisations. C'est typiquement le cas des gens qui vont diminuer leur temps de travail pour se consacrer à leur mandat d'élu, mais également les gens qui vont continuer à travailler à 100%, eh bien, du fait des absences, la mise en disposition, les crédits d'heures, etc., potentiellement, ils peuvent avoir une évolution professionnelle ralentie. Donc la loi, elle prévoit que c'est un dispositif facultatif à adhésion individuelle, c'est-à-dire que c'est l'élu qui va faire la démarche de demander à adhérer. Il peut le faire à titre individuel, ça peut être également fait collectivement par l'ensemble des élus indemnisés du bureau municipal. Il vient en supplément de l'IRCANTEC, donc qui est la retraite obligatoire de l'ensemble des élus et que vous percevrez à l'issue de votre mandat. Et également des critères d'âge légal de départ à la retraite. Donc on va dire globalement aujourd'hui, c'est 62 ans. Et enfin, donc c'est un dispositif par capitalisation, c'est-à-dire que là encore, si on veut l'opposer ou le comparer avec la répartition, vos cotisations, elles vont servir à financer votre propre retraite. La loi de 92 prévoit que vous allez choisir parmi 3 taux, 4, 6 ou 8% de votre indemnité brute de fonction. Vous avez également la possibilité de procéder à un rachat d'années antérieures. Donc, vous pourriez revenir aux origines de la loi, à savoir depuis 1992. Il n'empêche qu'il faut quand même être toujours dans la collectivité, bien évidemment pour en bénéficier, et toujours indemnisé. Puis après, des rachats de 25-28 ans peuvent avoir un coût important, donc ça nécessite quand même de se pencher sur la question au préalable. Pour ce qui est des intercommunalités, s'il y a eu fusion d'intercommunalités, vous avez quand même la possibilité de demander le rachat dans la mesure où la nouvelle collectivité porte les obligations des anciennes. Et donc, la spécificité du dispositif, eh bien, c'est l'abondement de la collectivité. Cet abondement, c'est une dépense obligatoire et qui est inscrite au Code général des collectivités, donc il n'y a pas de délibération de l'organe exécutif. Là encore, ça traduit bien l'obligation de protection sociale de votre collectivité, au même titre que les cotisations URSSAF, la retraite IRCANTEC ou encore le DIFEDU. L'abondement est valable pour les cotisations régulières et pour les cotisations de rachat. Donc, les atouts du dispositif FONPEL, vous allez tout d'abord sécuriser votre capital au travers 3 dispositifs. Tout d'abord, en phase de cotisation, vous bénéficiez d'une garantie décès. Donc, toutes les sommes qui sont cotisées sont protégées en cas de décès et reversées à un ou plusieurs bénéficiaires. La deuxième chose, c'est que vous bénéficiez d'une protection complémentaire qui est souscrite par l'association auprès de SMAC l'assurance en cas de décès
invalidité ou interruption d'activité professionnelle liée à votre mandat. Donc là, par contre, on limite bien à votre mandat. Je vous donne 2 exemples. Vous êtes sur un chantier, vous faites visiter le chantier donc, dans le cadre de votre mandat, donc à des commerçants ou à des investisseurs. Vous avez un accident grave, voire mortel. Vous ou vos ayants droit bénéficieront de cette protection. Pour ce qui est de l'interruption d'activité professionnelle, vous êtes en activité professionnelle pour une raison liée à votre mandat, vous ne pouvez pas travailler. SMACL prévoit de vous verser une compensation du manque à gagner en termes de salaire. Pour être très, très clair, là, pendant cette phase la phase de crise sanitaire, cette garantie, elle a été actionnée à plusieurs reprises. Et enfin, la 3e protection de votre capital, là, ce sont vraiment des clauses qui sont prévues par le Code des assurances et c'est tout ce qui est, vous auriez la possibilité de liquider votre retraite en cas de décès du conjoint, en cas de fin de droit au chômage, encore d'invalidité de catégorie 2 ou 3, de surendettement, etc. Là, ce sont vraiment des cas qui sont très encadrés par la loi. Vous allez, une fois que vous allez liquider votre retraite, le 2e avantage, c'est que vous percevez une rente à vie. Donc, c'est bien l'esprit de la loi de vous permettre de constituer une rente. Donc, vous commencez à percevoir votre retraite. Tant que vous êtes en vie, on vous verse votre rente. Si vous êtes centenaire, tant que vous êtes en vie, il n'y a pas de modification de cette rente, vous la percevez, elle n'est pas limitée dans le temps. Une petite aparté pour les rentes de petits montants, donc celles qu'on considère comme étant petits montants, ce sont celles qui sont inférieures à 480 € par an. À la place de percevoir une rente à vie, vous percevrez un capital. Donc, en une seule fois, on vous verse une somme qui correspond à peu près à ce que vous avez cotisé et aux cotisations de la collectivité. Mais par contre, il n'y a pas la rente à vie. Et l'intérêt, c'est qu'en cas de décès prématuré avant 75 ans, une personne percevrait 100% de votre retraite. Je vous donne un exemple. Vous commencez à prendre votre retraite d'élu à partir de 66 ans. À 67 ans, vous décédez. Eh bien, un bénéficiaire percevra jusqu'à vos 75 ans théoriques, donc pendant les 8 ans à venir, 100% de votre retraite. Ça fait partie intégrante du dispositif. Il n'y a bien évidemment pas de surcoût. On a également la possibilité de faire de la réversion viagère. Ça, c'est quelque chose qui se décide également au moment de la retraite pour qu'un réversataire bénéficie de votre rente à titre viager. Et il y a tout un calcul qui se fait en fonction de votre différence d'âge. Et puis, aujourd'hui, c'est limité à 60%. Et donc, le dernier atout, il vous permet de bénéficier d'un revenu garanti. Pourquoi? Parce qu'on est sur un dispositif en points. Vos cotisations, dès qu'elles sont versées, elles sont transformées en points. La valeur de ces points varie selon votre âge. Plus on est jeune, moins la valeur du point est importante. Donc, avec la même somme, on n'aura pas le même nombre de points qu'on ait 25 ans ou qu'on en ait 55. Il n'empêche que ces points, ils vont générer des droits à retraite garantis à chaque versement de cotisation. Ce qui signifie que vous allez constituer votre retraite, votre rente, au fur et à mesure des versements des cotisations. Et donc, c'est bien ce qui fait un des éléments différenciants de FONPEL, c'est que vous allez avoir un régime qui est extrêmement sûr. Vos droits acquis, je vous ai dit, ils génèrent une rente minimum garantie, ce qui suppose, et c'est encadré par le Code des assurances, que votre rente, elle ne peut pas diminuer. Vous commencez à l'apercevoir, elle ne peut qu'augmenter. Pourquoi? Parce que c'est l'assureur, donc qui est CNP Assurance, qui a l'obligation
de faire face à ces engagements. Faire face à ces engagements, c'est dire, j'ai tant de retraités, je dois payer leur rente jusqu'à leur décès, mais en parallèle, j'ai également des cotisants et je dois anticiper leur future rente. Ça suppose que le CNP Assurance va provisionner le régime. À titre d'information, on considère qu'un régime est en bonne santé à partir du moment où il est provisionné à 110%. Fompel est provisionné à plus de 126%. Donc, c'est vraiment un régime pérenne qui se porte bien. Là encore, l'objectif, c'est bien d'avoir un régime qui protège les adhérents. Le second point, c'est la souplesse. La souplesse du régime qui va vous permettre d'être acteur de votre contrat d'assurance. Je vous parlais du rachat tout à l'heure. Vous pourriez adhérer aujourd'hui et ne décider de faire du rachat que dans 1 an ou 2. Ce rachat, vous pouvez également l'échelonner sur toute la durée du mandat, donc 70 mois au maximum à partir du mois de juin. Vous avez également la possibilité de faire varier votre taux à la hausse ou à la baisse. Et vous pourriez même momentanément suspendre vos cotisations. Donc, vous êtes vraiment complètement acteur, vous gérez votre adhésion selon vos besoins. Et enfin, là encore, la liquidation est possible dès 55 ans. Avec cette spécificité chez Fompel qu'on ne vous oblige pas à attendre la fin de votre mandat pour liquider votre retraite. Il faut quand même avoir cotisé un minimum de temps. On vous demande d'avoir cotisé au minimum 3 ans. Donc, il faut cumuler 2 conditions, avoir 55 ans et avoir cumulé au minimum 3 ans de cotisation. Et enfin, le dernier point, donc je vous disais tout à l'heure, le régime se porte bien. Vous voyez quelques chiffres, le rendement du régime, la revalorisation du dispositif, puisque effectivement, l'intérêt, c'est quand même de vous verser des rentes, c'est même l'objet, ça figure dans les statuts de l'association, c'est de servir des rentes aux élus locaux et tant qu'à faire, des rentes en augmentation. La transparence, ça suppose également de communiquer les chiffres du régime, communiquer les chiffres sur la santé du régime. L'ensemble de ces informations sont accessibles sur le site internet, et pour les adhérents et pour les non-adhérents. On considère bien, c'est une association donc, qui dépend de l'AMF. Elle est gérée par des élus bénévoles, ils sont tous bénévoles. C'est géré par des élus pour des élus, donc on a bien en termes d'image une obligation de transparence. Je vous parlais de communication. Aujourd'hui, on le voit bien, avoir de l'information sur les sites, c'est très bien. Aujourd'hui, on développe de plus en plus des sites qui sont personnalisés. Donc, on a deux espaces personnalisés. Un espace pour les adhérents qui leur permet, je vous disais tout à l'heure, de gérer la vie de leur contrat. Et également un espace pour les collectivités qui leur facilite les démarches administratives et qui également permet d'avoir un lien entre le service gestion et donc la collectivité sur notamment toutes les entrées-sorties dans la collectivité. Voilà, donc en résumé, il faut vraiment bien avoir en tête que vous disposez d'un droit qui va valoriser votre engagement électif et compenser d'éventuelles pertes de revenus. Vous allez constituer une retraite qui est garantie et régulièrement revalorisée. Et enfin, vous percevez une rente à vie partiellement défiscalisée. Alors, je ne me suis pas attardée effectivement sur la fiscalité, mais il faut savoir que la rente Fompel, c'est un revenu, donc elle est réintégrée dans vos revenus. Néanmoins, elle est grandement défiscalisée puisque vous en exonérez entre 50 et 70%. Voilà, pour terminer, donc, vous voyez apparaître les coordonnées, donc le site internet, également le numéro direct, que ce soit pour la distribution, pour la gestion. Et vous allez pouvoir donc, nous contacter
pour demander de l'information, demander une estimation de retraite, mais via le site internet, vous pouvez également faire toutes ces choses, y compris adhérer en ligne. Vous avez la possibilité de réaliser votre adhésion. Et enfin, je pense que je vais peut-être faire écho à ce que Geneviève disait tout à l'heure, mais le métier d'élu, il est extrêmement prenant. Je pense qu'on se retrouve très vite happé dans des affaires qui sont très prenantes et apprenantes également. Et on se rend bien compte d'expérience que les gens, ils ne s'occupent pas tellement de leur retraite, si ce n'est au début du mandat. Et après, ils n'y repensent qu'à la fin du mandat. Et le risque, c'est de se retrouver dans la précipitation avec des rachats importants et pour l'élu et pour la collectivité. Donc, si vous avez l'occasion, voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est de battre le fer pendant qu'il est chaud et de vous y pencher le plus rapidement possible. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition pour toutes les questions qui pourraient vous éclairer et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Armelle. Je vois que le président Spagnol est arrivé. Il va faire un petit mot de clôture. Oui, mais le micro n'est pas encore branché. Vous allez avoir la parole dans peu de temps. Je précise juste que Monsieur Duterte a dû partir et alors il m'a laissé un message en privé, mais ça s'adressait à vous. Il vous félicite pour la clarté de vos présentations, mesdames. Monsieur le Président, si vous voulez faire le petit mot de clôture. Oui, écoutez, je suis ravi, bien sûr, de vous retrouver pour cette première session des universités des maires qui va traiter, comme vous le savez, de 8 thèmes que nous avons trouvés les plus importants pour démarrer ce mandat de 6 années qui s'annonce, mesdames et messieurs les maires, déjà très difficile. Grâce à Mairie 2000, que je remercierai jamais assez pour l'énorme travail d'information, de dialogue, Nathalie, et de concertation prodigué durant les 2 mois de confinement. J'ai pu le mesurer puisque pendant 2 mois, j'ai été confiné, moi, à la mairie de Sisteron, où je faisais 10 heures par jour de travail. Merci du fond du cœur à notre président national, François Barouin, qui lui aussi s'est entretenu avec les présidents d'associations des maires à l'occasion de visioconférences. Et toute son équipe, bien sûr. Toute son équipe a été très réactive et sur le terrain tous les jours. 1000 fois merci à vous, Nathalie, qui êtes la responsable de Mairie 2000, que nous connaissons et apprécions beaucoup dans notre département. Vous le savez, vous faites partie de nos amis et bien sûr, les portes de toutes nos mairies vous sont grandes ouvertes. Vous avez commencé votre formation par le statut de l'élu. C'est le principal thème, je crois, quand on commence un mandat de 6 ans, qui a été animé par Geneviève Cerf, qui est responsable du service administratif et gestion communale, et Myriam Morin-Bargeton, qui est conseillère technique. Demain sera proposé le thème du fonctionnement du conseil municipal. C'est le début d'une série de 8 formations et tous les maires du département ont eu le programme par mail et par courrier. Merci à Laurent Saint-Gelvin pour son implication sans faille et je rappelle à tous les élus que l'AMF est à leur disposition et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à ces services, surtout en début de mandat. Vous savez qu'il y a une réaction formidable. Il y a un service juridique aussi. N'hésitez pas, il y a déjà plusieurs maires qui ont appelé le service juridique de l'AMF, parce que là, il y a même pendant le confinement, souvent, monsieur le préfet me demandait des avis, et je passais par le service juridique de l'AMF. En attendant, je vous souhaite une bonne formation à tous, à toutes, et surtout un bon mandat. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais couper les micros de tous. Pardon, Monsieur le Président, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je l'ai écrit dans le chat. La visioconférence est entièrement enregistrée et elle sera mise en ligne sur le site de l'Association des maires des Alpes de Haute-Provence demain. Donc, vous pourrez la revisionner à partir de demain, comme toutes les prochaines visioconférences d'ailleurs. Voilà.
Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, je peux mettre fin? Je coupe? Alors, au revoir à tous. Au revoir. À demain. À demain. Au revoir. À demain. Ça, c'est frustrant parce que tu as envie de